Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV, la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. La justice française arrête Pavel Durov. Macron se prend clairement pour le roi du monde. Pourquoi la population française ne se décide-t-elle pas à désobéir face à l'oppression ? La justice française arrête Pavel Durov, citoyen franco-russe et PDG du réseau Telegram pour un motif qui semble tout droit sorti d'un mauvais film d'espionnage des années 60. Celui de n'avoir pas livré les clés de cryptage qui auraient permis à la France de contrôler le contenu de son propre réseau. On se croirait dans un épisode de Mission Impossible, sauf que là, c'est plutôt Mission Ridicule. Ce n'est pas une première. Rappelez-vous la plateforme vidéo Rumble, qui a déjà été complètement neutralisée sur tout le territoire français depuis novembre 2022. On aurait dit que la France jouait à un jeu de cache-cache numérique, mais sans jamais vraiment trouver la cachette. Et en parlant de jeux absurdes, Macron et son fidèle acolyte Thierry Breton s'échinent aussi à museler les réseaux X, anciennement Twitter, comme un duo de super vilains maladroits dans une bande dessinée de seconde zone. On en a parlé dans nos précédentes vidéos, mais c'est toujours un régal de les voir essayer. Quoi qu'il en soit, Macron commence à jouer des castagnettes et il s'est fendu d'un communiqué laconique sur le réseau X le 26 août dernier pour tenter de se justifier. Et là, vous allez constater que son remède est évidemment pire que le mal. Vous allez rire. Je lis ici de fausses informations concernant la France suite à l'arrestation de Pavel Durov. Mais évidemment, Macron ne vous expliquera jamais de quelle fausse information il parle. C'est comme si un magicien dévoilait ses tours et évidemment ça casserait tout le mystère. Et là, le chef d'orchestre de cette symphonie de l'absurde continue avec cette perle. La France est plus que tout attachée à la liberté d'expression et de communication, elle le restera. Il fallait oser celle-là. En termes de foutage de gueule, nous sommes au sommet de l'Himalaya, prêts à planter notre drapeau du sarcasme. C'est rudement gonflé, surtout quand, dans le même souffle, il demande à Elon Musk et Donald Trump de se taire sur le réseau X via Thierry Breton, son porte-parole en chef de messages contradictoires. Et pour enfoncer le clou de la comédie, il ajoute « Dans un état de droit, sur les réseaux sociaux comme dans la vie réelle, les libertés sont exercées dans un cadre établi par la loi pour protéger les citoyens et respecter leurs droits fondamentaux. » On peut en rire, et franchement, il vaut mieux. Parce qu'en ce moment, les seules personnes que Macron semble protéger, ce sont ses petits copains de l'oligarchie, et qui commencent doucement à grincer des dents comme des acteurs ratés dans une mauvaise tragédie grecque. Pendant ce temps, l'orchestre continue à jouer pendant que le Titanic de la liberté d'expression sombre tranquillement. Et enfin, pour clore ce festival, il lâche « C'est la justice en totale indépendance qu'il revient de faire respecter la loi ». Évidemment, la totale indépendance de la justice, ça fera rire tout le monde. Nous sommes à une époque où on peut aller en prison pour avoir volé un paquet de pâtes, alors qu'un certain Sarkozy ne sera jamais réellement inquiété pour le détournement de plusieurs millions dans l'affaire Big Malion, rappelez-vous. Ah, l'indépendance de la justice, c'est une fable à dormir debout. Dernière citation enfin, l'arrestation du président de Telegram sur le territoire français a eu lieu dans le cadre d'une enquête judiciaire en cours. Et ce n'est en rien une décision politique, il revient au juge de statuer. Et pourquoi pas nous expliquer que la marmotte met le chocolat dans le papier d'alu? Rien de politique là-dedans vraiment? Il fallait oser. Mais dans le monde de Macron, tout est possible. Même l'impossible. Un autre motif aurait également orienté la décision de Macron, c'est que le réseau Telegram aurait permis de véhiculer des images à caractère pédopornographique et, dans ce cas, pourquoi les autres réseaux comme Facebook ou Instagram, qui ont aussi véhiculé de telles images, ne seraient-ils pas inquiétés ? Évidemment, Mark Zuckerberg est beaucoup plus docile face aux demandes de l'État profond. Par exemple, il a déjà accepté dans le passé d'apporter une importante contribution financière à Joe Biden au moment de sa dernière campagne électorale. Venons-en maintenant aux effets secondaires de cette action purement politique.
Pour commencer, les Émirats arabes unis annulent le contrat de 20 milliards de dollars sur le Rafale avec la France, malgré la libération du PDG de Telegram. Je cite le journal Financial Express. Les conséquences diplomatiques de l'arrestation du PDG de Telegram, Pavel Durov, continuent de s'aggraver alors que les Émirats arabes unis ont décidé d'annuler le contrat de 20 milliards de dollars avec la France pour 80 avions de combat Rafale. Cette décision fait suite à la brève détention de Pavel Durov par les autorités françaises, une mesure qui a tendu les relations entre les Émirats arabes unis et la France, malgré la libération sous caution de Pavel Durov. Le Mozart de la finance et de la diplomatie vient de faire perdre 20 milliards de dollars à la France. C'est bien évident, tout l'argent que cet homme a déjà fait perdre à la France, il ne pourra jamais le payer de sa poche. Puisque nous parlons de plus en plus de sa destitution, il serait vraiment urgent de la concrétiser avant que Monsieur Catastrophe nous amène encore des ennuis. Sans transition, la variole du singe. Ah bah tiens, on n'en parle plus. C'est étonnant. La nouvelle pandémie a peut-être été annulée, peut-être pas assez rentable. L'oligarchie française a peut-être peur que les Français ne jouent pas le jeu. Ça, c'est très possible. La simple idée de renouveler le scénario du Covid-19 en a peut-être découragé quelques-uns. Il faut dire que beaucoup de gens avaient déjà compris en 2019 que tout ceci était un abominable complot. De plus, toutes les preuves sont maintenant tombées, et les informations posées par les complotistes que nous sommes se sont toutes avérées exactes. Si la presse ne parle plus de monkeypox, c'est qu'on leur a certainement donné la consigne de lever le pied. Et il y a fort à parier que dans quelque temps, on fera comme si ça n'avait jamais été évoqué. Monkeypox? Qu'est-ce que c'est? Affaire à suivre. Passons maintenant à l'Ukraine. Information repérée par Silvano Trotta. Une fois de plus, on peut assister à une scène qui est devenue dramatiquement banale dans toutes les rues du pays. On peut voir sur ces images ses proches et parents qui sauvent leur enfant de la police militaire de Zelensky qui a besoin de chair à canon pour envoyer au front. Mais les Ukrainiens ne veulent pas mourir, ne veulent plus mourir pour le dictateur corrompu. Notez que cela fait des mois que l'on peut trouver ce genre de vidéos que les Ukrainiens filment et mettent sur les réseaux, en particulier sur Telegram. Tiens donc, Telegram dont le PDG a été mis en garde à vue et mis en examen avec une forte caution. Sur ces images, pas un mot dans les médias français, évidemment, comme toujours. S'il y a quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, c'est la désobéissance. Et résultat, si aujourd'hui le français, en général, est un grand râleur, il n'est pas pour autant désobéissant. Si on lui demande de rester chez lui à cause d'un virus inoffensif, il le fait. Si on lui demande de porter un masque au travers duquel n'importe quel virus peut passer, il le fait. Si on lui demande de se laisser injecter un produit dont il ne connaît absolument pas la composition, il le fait. Si on lui demande de se signer une autorisation de sortie, il le fait. L'oligarchie française qui nous dirige a multiplié les expériences qui lui ont permis de constater que toute la population, du moins presque toute la population, était toujours prête à obéir, même si de toute évidence les ordres donnés sont parfaitement stupides. C'est à nous aujourd'hui d'assumer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il devient tout à fait vital pour nous d'apprendre à désobéir. C'est une question de vie ou de mort. Le professeur Perron nous en a fait la brillante démonstration. Entrevue sur BAM. Gandhi l'avait dit, je crois que De Gaulle l'avait dit, Einstein l'avait dit, si on vous donne des ordres stupides ou contraires à votre conscience, votre devoir est de désobéir. Donc moi je dis aux Belges, aux Français, apprenez à désobéir si on vous fait faire n'importe quoi. Et malheureusement, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont eu le courage de désobéir dans cette crise. Mais moi, j'ai pas hésité une seconde parce que c'était trop grave pour moi. J'aurais pas pu me regarder dans la glace tous les matins.
Et cet appel à la désobéissance? Je ne suis pas forcément à la désobéissance, après on va dire que je fais appel à l'insurrection, c'est pas le cas, mais savoir résister, savoir dire non, savoir s'opposer gentiment, apporter ses arguments. Et on les aura, j'en suis certain, mais faut jamais se laisser faire. Je sais plus qui disait, c'est un des philosophes, les tyrans ne sont puissants que parce que les gens se couchent devant eux. Si on leur dit non, ils sont comme des idiots, ils sont pas nombreux là-haut, nous on est des milliards. Il faut avoir le courage de dire non. En effet, les médecins aussi peuvent dire non? Ah ben ils peuvent, bien sûr. Après, si l'autre jour j'ai rencontré une infirmière à une réunion de médecine intégrative, ils étaient dans leur hôpital. Je ne sais plus dans quelle ville, ils étaient 250 soignants fermes décidés à ne pas se faire vacciner. Et le directeur les a pris une par une, et finalement, il les a baratinés. Il n'y en a que 10 qui ont refusé, qui ont été éjectés de l'hôpital, et les autres se sont soumises. Parce que, elle m'a dit, si les 250 étaient restés solidaires, ils étaient foutus, ils ne pouvaient plus faire tourner l'hôpital. Et voilà, on essaie de diviser les gens pour leur faire peur, pour les baratiner, pour obtenir leur consentement. C'est ce qu'ils ont essayé de faire tout le temps dans les familles. Il y a plein de conflits. Les gens, cette crise a induit des conflits familiaux, des conflits partout. Mais là, je crois que face à une telle tyrannie, il faut qu'on soit tous solidaires. Sinon, c'est ce qu'ils attendent, qu'on soit tous divisés pour nous manger. Lorsqu'un peuple trop servile se retrouve face à un tyran, il est essentiel qu'il prenne conscience de sa situation et qu'il adopte des stratégies intelligentes et progressives pour retrouver sa liberté. Premièrement, prendre conscience de sa servilité et de l'injustice. Éducation et éveil collectif. Le premier pas vers la libération est de comprendre que l'on vit sous la domination d'un tyran. Cela se passe aussi par l'éducation, l'information et la prise de conscience collective. Un peuple doit cesser de croire que l'autorité tyrannique est légitime ou inévitable. Des figures éclairées, des penseurs et des activistes doivent jouer un rôle pour ouvrir les yeux de la population. Deuxièmement, rechercher l'unité et la solidarité. S'unir, un peuple divisé est facilement contrôlé. Les tyrans prospèrent en exploitant les divisions internes. Il est donc crucial pour le peuple de trouver des points communs, de s'organiser et de se solidariser autour de valeurs communes. Cela peut prendre la forme de mouvements populaires, de syndicats ou de conditions citoyennes. Troisièmement, agir avec subtilité et intelligence, résistance passive. Parfois, une opposition frontale peut être dangereuse face à un tyran brutal. Dans ce cas, des formes subtiles de résistance, comme la désobéissance civile, peuvent affaiblir le pouvoir sans risquer des représailles directes. Cela peut inclure des boycotts, des grèves ou des diffusions d'idées alternatives. Utiliser l'humour et la satire. Nous le faisons souvent chez Agora TV. L'humour, la satire et la moquerie peuvent être des armes puissantes contre un tyran. Ils permettent de montrer que l'autorité n'est pas infaillible et peuvent inspirer des gens à se libérer de la peur. Quatrièmement, créer des contre-pouvoirs. Développer des institutions parallèles. Lorsque le pouvoir central est corrompu ou tyrannique, il peut être utile de créer des structures alternatives locales et autonomes pour répondre aux besoins du peuple. Cela peut inclure des coopératives, des réseaux de solidarité, des médias indépendants, etc. Ces contre-pouvoirs peuvent progressivement affaiblir l'emprise du tyran. Cinquièmement, s'entourer d'alliés extérieurs. Chercher un soutien international, les peuples opprimés peuvent souvent bénéficier de l'appui d'organisations internationales, d'ONG ou d'autres États. Ce soutien peut offrir une protection ou une légitimité à leurs actions. En outre, le regard extérieur peut faire pression sur le tyran. Sixièmement, la patience et la persévérance. Attendre un bon moment. Le renversement d'un tyran est rarement instantané. Un peuple doit être patient, prêt à attendre le moment opportun pour agir de manière décisive. La persévérance est clé. Même le plus puissant des tyrans finissent par tomber si la résistance ne faiblit pas. Nous sommes en passe de tomber tous d'accord sur la destitution de Macron, ne nous laissons pas détourner de notre objectif. Septièmement, le pouvoir des leaders courageux mais prudents. Choisir des leaders éclairés, un peuple servile doit choisir avec soin ses leaders. Ces derniers doivent être courageux, stratégiques mais aussi prudents. Ils doivent canaliser la colère du peuple de manière constructive et éviter les pièges tendus par les tyrans. Il doit lui-même se porter garant
de ne pas agir autrement que de façon désintéressée. En somme, pour qu'un peuple trop servile puisse s'émanciper d'un tyran, il doit apprendre à se libérer de la peur, à s'organiser intelligemment et à agir avec persévérance. Ce processus peut être long et difficile, mais l'histoire montre que même les tyrannies les plus impitoyables peuvent être renversées lorsque les peuples se lèvent avec détermination. Je sais que je risque de me répéter, mais je vais une fois de plus vous rappeler l'article 35 de la Constitution du 24 juin 1793. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Cet article est fort et puissant. Nous devons l'afficher partout et en faire notre toute première devise si nous voulons vraiment vivre libre. Chères résistantes et chers résistants, je vous dis bonne résistance et à très bientôt.